reçu beaucoup d'écrivains qui sont uniquement par l'écrit, mais aujourd'hui, on reçoit Fred Telmo, qui lui est également dessinateur. Voilà, bonsoir. Bonsoir Fred. Vous êtes effectivement d'abord un dessinateur et puis en fait les histoires que vous écrivez, vous les mettez aussi en texte maintenant. Et au départ, vous écriviez déjà vous aviez aussi l'envie justement de raconter des histoires ou c'est d'abord l'image qui vous a séduit, vous? Alors moi, c'est raconter des histoires. Je me suis toujours raconté beaucoup d'histoires quand j'étais gamin. Je jouais avec beaucoup d'imagination. Puis à un moment, on est un peu grand pour jouer. Mais j'avais toujours cette envie d'histoire. Et comme j'aimais le dessin, j'ai associé les deux. Mais c'est vraiment un plaisir d'histoire, se raconter des histoires. L'imagination, toujours en vadrouille. Alors Fred Telmo, c'est quelqu'un qui a aussi une vie très riche. La semaine dernière, on recevait Alexandre Jardin et qui nous expliquait qu'il était à la fois auteur mais aussi membre d'associations très actif un peu sur tous les fronts. Et Fred Telmo, c'est un petit peu la même chose. Vous êtes aussi un homme orchestre parce que vous êtes professeur des écoles. Oui, tout à à fait. Duclerc. Alors à Luneray. À Luneray, dans un petit village pas très loin de Dieppe. Donc ça, c'est pas une mince affaire quand même de s'occuper de l'instruction des enfants. Et puis donc vous êtes auteur, vous êtes aquarelliste également. Oui, tout à fait. Vous êtes dessinateur. Et en fait, moi j'ai eu envie de vous rencontrer parce que il s'est passé, vous savez, un petit événement ces derniers mois en France et dans le monde. Oui. Il paraît qu'il y a un virus qui s'est abattu un peu sur le monde. Et donc moi j'ai entendu parler de vous grâce à la Covid-19. Voilà. Votre ami, puisque en fait vous êtes très très familier aussi avec ce virus, par des dames qui s'occupent également de littérature, les femmes du Bistrot Livre à Bezugne-la-Grenier. J'ai su qu'il y avait un dessinateur qui allait chroniquer sa vie en confinement. Et que chaque jour sur Facebook, grâce à elle, parce qu'elle partageait vos dessins, vos chroniques, j'allais pouvoir suivre votre vie aussi. Donc je l'ai fait. Tous les jours, je voyais les aventures de Fred chez lui, avec son épouse, ses enfants, et puis son écran d'ordinateur. Parce qu'en fait, en tant que professeur des écoles, vous étiez contraint de continuer, d'avoir une continuité pédagogique avec vos élèves. Ça a été la grande difficulté parce qu'on n'était pas du tout préparé à ça. Enfin, je veux dire, ni moi ni les autres. Donc la première expérience de confinement, ça a d'abord été d'assurer le travail, la continuité avec les familles, le lien avec les enfants, et puis essayer de faire l'école à distance avec les moyens du bord, sans formation préalable. Donc ça a été vraiment un gros travail. Bon, je ne suis pas forcément venu ici pour parler de ça, mais par exemple, j'ai créé une chaîne YouTube pour poster des vidéos, pour expliquer aux enfants certains points de programme un peu compliqués. Voilà. Et puis on a eu pas mal de contacts avec les familles. On a mis en place ceci. Donc au départ, je n'avais pas du tout l'esprit à dessiner. La première des choses, c'était d'assurer le travail, la continuité avec les enfants. C'est venu un tout petit peu après, en fait. Alors justement, il y a plein de gens, vous parliez de vidéos, de YouTube, il y a plein de gens qui ont un petit peu chroniqué leur vie quotidienne pendant le confinement en faisant des vidéos. Ça, c'était assez courant. Mais tout le monde n'a pas le talent, tout le monde ne sait pas dessiner. Vous l'avez, et donc ça a été quelque chose de différent. Vous avez chroniqué votre vie en représentant vos proches, vos enfants, votre épouse, et en vous représentant vous, en vous mettant en scène, et en racontant des tranches de vie quotidiennes, un événement, une image par tranche de vie. Qu'est-ce qui a été le facteur déclenchant de cette envie de vous raconter à travers vos dessins et vos mésaventures? Parce que ce sont souvent des mésaventures. Alors, le facteur déclenchant, c'est que quand vous faites de la bande dessinée, les gens vous disent toujours « Tiens, tu devrais faire une bande dessinée là-dessus ». Or, moi, je travaillais déjà sur un album, donc je ne pouvais pas gérer les deux, sachant que j'avais en plus le télétravail. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un dessin et je l'ai posté sur un réseau social de famille, mais vraiment effectif réduit, on va dire. Ouais, je me suis représenté avec un masque, etc. Et puis ça a plu et les gens m'ont dit oui, c'est sympa, mais on aimerait bien en avoir tous les jours. Quand on m'a fait ce pari-là, quand on m'a lancé ce pari-là, je me suis dit bon, ça va durer 15 jours, allez, je tente. Ça me plaisait. Et j'ai relevé le défi. Sauf que ça n'a pas duré 15 jours, ça a duré 2 mois. Et je me suis pris au jeu. Et le premier matériau, c'est moi, en fait.
Et donc, j'étais pas intéressé. Moi, je suis pas dessinateur de presse. Je n'ai pas le regard sur l'actualité. Mais j'aime me mettre en scène. Alors voilà, j'aime l'autodérision. J'étais voilà le matériau premier de ça. Et puis évidemment, je me suis inspiré de toutes les conversations qu'on a eues en famille. Et puis j'ai commencé tous les jours à publier un dessin et à le publier sur Facebook. Et puis petit à petit, voilà, ça a commencé à prendre un essor inattendu pour moi, parce que c'était pas du tout, voilà, au départ, je reste dans une optique assez familiale, assez amicale. J'envoie les dessins à un nombre de personnes assez réduit, et puis ça a commencé à dépasser, à ma plus grande surprise. Et avec un accueil assez positif. Et alors justement, c'était quelle audience à peu près? C'est-à-dire, vous aviez combien de personnes qui quotidiennement vous regardaient d'après ce que vous avez pu mesurer? Alors moi, ce que je pouvais mesurer, c'est qu'on était sur plusieurs milliers de personnes, et puis jusqu'au moment où un dessin a atteint 16 000 vues. Alors ça m'a laissé un peu pantois. Et j'ai appris par la suite que toutes les personnes renvoyaient, rediffusaient sur leur propre réseau. Et c'est comme ça qu'on m'a dit, ouais, mais tes dessins, je les envoyais à une famille qui vit au Canada, en Italie. Quelque chose d'absolument hallucinant pour moi, parce que je ne suis pas dans cette optique-là, quoi. Ah, c'est ce que je faisais aussi. Moi, tous les matins, je regardais votre dessin et je le partageais sur Facebook. Donc effectivement, c'est comme ça que ça fait boule de neige. C'est formidable. Alors, l'aventure, elle a continué. On va reparler justement du contenu de vos dessins, mais il faut expliquer que vous êtes là parce que il y a cet album qui est né, Bienvenue en Covidie, c'est-à-dire que vous avez rassemblé tous les dessins de cette période et vous les avez rassemblés dans un album qui est publié par S-Active. Voilà, tout à fait. Et diffusé donc dans la région, mais également au-delà. Tout à fait. Et disponible sur le site La Pomme qui rit, puisque c'est le site de la maison d'édition. Alors, ça, c'est encore, vous disiez que vous ne vous attendiez pas à être beaucoup répercuté, beaucoup regardé, beaucoup lu. Le fait de faire un album, qui vous l'a proposé? Est-ce que c'est vous qui en avez eu l'idée ou est-ce que quelqu'un vous en a parlé? Alors, on m'en a parlé. Moi, comme je travaille comme illustrateur, je travaille pour une éditrice qui s'appelle Marguerite Soudé, qui dirige les éditions S-Active, et je faisais des illustrations régulièrement pour elle. Et elle est tombée sur les dessins. Elle a beaucoup aimé et elle m'a dit mais il faut absolument en faire un livre. Et elle me l'a dit assez vite, vraiment au début du confinement. Moi, je n'étais pas du tout dans cette optique-là, j'étais vraiment dans une pratique du dessin et puis voilà. Alors l'idée du livre me faisait envie parce que quand on dessine, on aime bien faire des recueils. Et en même temps, j'étais un peu gêné par l'idée d'un livre sur un sujet aussi grave. C'est-à-dire que moi, je l'ai traité avec assez de légèreté, mais sans cynisme. Donc j'étais d'accord pour qu'on fasse un livre, mais je voulais qu'il y ait une action humanitaire avec ça, et elle était tout à fait d'accord. Donc j'ai dit d'accord, on fait un livre, mais on reverse une partie des droits à des associations. Et mon éditrice a donc sur chaque livre versé 1 euro à une association qui est la Fondation Charles Nicolle, qui reverse 1 euro aux hôpitaux de la région normande. Donc on peut rire en lisant Bienvenue en Covidie et en même temps faire une bonne action. Tout à fait. C'était vraiment le but. Pas faire un livre pour un livre, et je voulais pas passer pour quelqu'un d'opportuniste. C'était vraiment pas le but, c'était pas le principe. Alors le contenu, justement, puisque vous dites je ne suis pas dessinateur de presse, je voulais pas commenter l'actualité du confinement ou du Covid, je n'ai pas d'expertise pour regarder tout ce qui se passait, mais justement, comment vous choisissiez chaque jour les thèmes que vous alliez traiter? Alors, choisir les thèmes, quand je suis en période de création, je suis attentif absolument à tout, ce que je vois, ce que j'entends, les gens autour de moi. Voilà, j'ai vraiment toutes mes perceptions, on va dire, ouvertes. Et au fil de la journée, je pense qu'inconsciemment, il y avait des choses qui m'avaient marqué, des paroles, parce que, en fait, cette aventure a été une aventure où le quotidien... tous les jours se succédaient et se ressemblaient énormément, puisque justement je ne travaillais pas trop à partir de l'actualité, mais plus sur mon vécu. L'intérêt, c'était de trouver la singularité de chaque jour. Tous les jours, il y a un petit quelque chose, une parole, une situation, et à partir du moment où on obtient ça, il faut arriver à le scénariser.
peut pas le délivrer de manière brute, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et il y a évidemment un travail d'exagération de quelque chose qui est quotidien. Je ne me suis pas vraiment interrogé sur la portée de ces dessins-là. Je me suis très égoïstement comporté par rapport à ma vie, sans imaginer. J'ai pas fait de dessin en disant oui, je vais dessiner comme ça parce que les gens vont s'y retrouver. Pas du tout. En fait, le témoignage des gens est venu forcément après. Et beaucoup de personnes m'ont dit ouais c'est ah oui, nous on a vécu la même chose, j'ai ri parce que on a ressenti les mêmes sentiments, les mêmes émotions. Donc c'est ça qui était formidable. Il y a un peu de politique parfois, parce que par exemple, Sibeth Ndiaye, qui était la porte-parole du gouvernement, elle a eu des propos malheureux sur les professeurs en disant qu'on pourrait les envoyer ramasser des fraises. Voilà. Et comme vous étiez en train d'organiser justement la continuité pédagogique, ça vous a un petit peu énervé. Alors ça m'a un peu énervé, puis comme mon personnage, parce que je suis d'une certaine façon devenu un personnage, c'est un peu moi et pas tout à fait, mon personnage s'énerve par rapport à ça. Et effectivement, j'ai réagi. C'est peut-être un des seuls dessins où j'ai réagi un peu à chaud. C'est un dessin où vous manifestez avec une pancarte chez Alors, vous. il y a deux dessins. Il y en a un où je manifeste avec une pancarte, ce qui est vraiment une situation ridicule, parce que manifester chez soi, voilà, c'est ça aussi qui m'amusait, c'est ce décalage. Et puis, il y en a un autre aussi où je prépare un petit gâteau, pas très agréable. Bon, voilà, c'est ça. On n'est pas non plus dans la grande provocation, mais il y avait vraiment une réaction parce que... Je vais pas parler en mon nom, je vais parler au nom du personnage. Le personnage pensait que c'était pas vraiment le moment de mettre de l'huile sur le feu. Je pense que dans une période de crise, voilà, mais même sur n'importe qui, je pense qu'il faut faire bloc. On est dans une situation grave et voilà, c'était pas, je pense, le moment. Alors, on rassure les futurs lecteurs de Bienvenue en Covidie, ça n'est pas évidemment un livre sérieux, c'est d'abord l'humour qui est présent, mais c'est vrai que on peut douter que vous, l'humour, ça passe aussi par de l'autodérision, c'est-à-dire que tout le monde peut s'y reconnaître, parce que vous n'êtes pas en train de raconter vos aventures en Covidie, c'est vraiment à chaque fois avec beaucoup d'humour que d'ailleurs vous maltraitez un petit peu. Oui, alors c'est ce qui fait le plus rire les gens qui me connaissent. C'était d'ailleurs la question, parce que les gens qui me connaissent bien savent à quel point, oui, je me maltraite. J'adore l'autodérision. D'abord, je préfère me moquer moi-même de moi plutôt que ce soit quelqu'un d'autre. Et puis, non, effectivement, cette autodérision, c'est un matériau formidable. Et puis, dans l'autodérision, je trouve que ça... Se mettre en scène, ça permet des situations comiques très très fortes. Et ouais, ça développe l'imagination. Je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais souvent les copains m'ont dit ouais, dis donc, tu t'es pas raté sur ce dessin-là, puisque je parle de plein de choses, de la prise de poids. Voilà, vous parlez de la prise de poids et vous dessinez avec un bide énorme. Et tout à fait. Donc j'ai un de mes amis qui me connaît très très bien, et je pense que c'est le dessin qui le fait le plus rire, quoi. Et voilà, ils sont Alors est-ce qu'effectivement vous avez pris du poids pendant le confinement? Et pas tant que ça en fait, je vais vous dire, parce que j'avais la chance d'avoir mon fils qui me faisait faire du sport, qui m'a un peu entretenu parce que c'est son boulot. Et donc ça va, je m'en suis pas trop mal tiré. Est-ce que comment vos proches justement ont pris le fait d'être eux aussi impliqués dans ce projet, parce qu'ils sont souvent dessinés, ils apparaissent souvent dans vos dessins. Donc évidemment, vous leur réservez une part un petit peu meilleure que celle que vous réservez à vous. Bien sûr. Ils sont mieux traités que vous. Mais comment l'ont-ils pris? Est-ce qu'ils ont été immédiatement d'accord? Alors, en fait, ils l'ont très bien pris. D'abord, je suis entouré de gens qui ont le sens de l'humour. Ça, c'est formidable. Et puis, en fait, ils sont habitués parce que moi, c'est un exercice que je fais depuis très longtemps. Depuis que mes enfants sont tout petits, dès qu'on s'en va en vacances, je fais un carnet de voyage où je les dessine, où j'ai rapporté leurs premiers mots d'enfant, des petites situations du quotidien, où je me dessine aussi, où je dessine mon épouse. Donc, ils sont habitués. Ça fait, je dirais, presque plus d'une dizaine d'années que je fais cet exercice-là, mais que je ne le publie pas. Donc, il y a une habitude d'être représenté, croqué, malmené, pas trop, mais un peu quand même. Donc, non, il y a une forme d'habitude.
Et vos élèves, est-ce qu'ils ont vu vos dessins avec leurs parents? Est-ce qu'ils vous les ont commentés? Est-ce qu'ils vous en ont parlé? Tout à fait, tout à fait. Alors effectivement, le fait de me voir dessiner les amuse énormément. Justement, le fait parce que je me ridiculise. Donc c'est tellement rigolo de voir l'enseignant dans une posture assez ridicule. Et comme ma femme est professeure en maternelle, il y a des enfants plus petits qui demandent à leurs parents de raconter le livre où il y a leur maîtresse. Voilà, et j'ai trouvé ça mignon, adorable comme réaction. Donc effectivement, oui, mes élèves ont eu accès au dessin et certains rient beaucoup. Vous les croquez également, vos élèves? Non. Jamais. Alors, très très peu, parce que faut faire attention à l'image. On revient à l'autodérision, c'est-à-dire que moi je sais que quand je me dessine, je me fais pas mal. Mais caricaturer quelqu'un, dessiner quelqu'un, il faut faire quand même très attention à sa sensibilité. Vous dessinez un enfant, si vous lui faites un nez un peu grand, des oreilles un peu grandes, on est quand même à un âge où on est dans la construction et pas toujours dans l'assurance. Donc non, ça c'est quelque chose que je fais quasiment jamais. Alors, revenons un petit peu dans votre passé. Qu'est-ce qui est venu en premier, de l'œuf ou de la poule, comme on dit, mais là, du dessin ou de l'envie d'enseigner? Vous avez d'abord eu ce projet de devenir instituteur, puis maintenant on appelle ça professeur des écoles, ou est-ce que le dessin, c'était pour vous la vie dès le début, dès les premières années de votre enfance? Alors, le dessin est vraiment une passion, c'est la première des passions, et après, bien avant l'envie d'enseigner, mais en même temps, j'étais pas sûr de moi. Quand on doit choisir une profession, on est encore jeune. Et moi, j'imaginais pas que j'avais suffisamment de talent. Mes parents voyaient pas ça d'un très bon œil. Un artiste, c'est pas vraiment un métier. Donc, j'ai opté pour l'enseignement parce que c'est aussi quelque chose qui m'intéressait et j'avais la conviction que j'arriverais à associer les deux. Voilà. Je ne me voyais pas professionnel du dessin, mais je savais que le dessin fait partie de ma vie. Et même si ça n'est qu'un loisir, ça reste quelque chose de profondément ancré en moi. Donc c'est vraiment le dessin, la première passion. Ouais. Quels ont été les premiers partages avec un public de vos dessins? Moi, là, j'ai sur la table une de vos premières œuvres publiées. Ça s'appelle La jeune fille au goéland. C'est une bande dessinée qui est située, dont l'action se situe au Havre. Au Havre, tout à fait. Mais est-ce qu'avant La jeune fille au goéland, il y a eu aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez été illustrateur pour les histoires des autres, donc par exemple dans cet album. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu au tout début, la première fois que vous avez pu partager? Alors j'ai pu partager parce que j'avais un de mes grands amis qui dirigeait un festival du conte, le festival du conte de Fréquienne, qui a maintenant presque une trentaine d'années. Et ils se sont retrouvés, ils avaient besoin d'un dessinateur. Et comme il n'y avait pas beaucoup de sous, ils m'ont demandé. Et j'ai fait mes premières affiches avec eux. J'ai commencé à prendre d'ailleurs mon pseudo. Et j'ai fait mes premières affiches. Et puis, ils m'ont redemandé. Et en fait, je continue à faire leurs affiches. Donc, j'en ai fait 20 et quelques. Et puis, du coup, d'autres associations ont fait appel à moi. Donc des bibliothèques, le Printemps des poètes, des clubs sportifs, etc. Et j'ai commencé le travail par l'affiche, et c'est une excellente école parce que c'est une école de la composition. Moi, je me souviens que quelqu'un a vu mes premières affiches, et c'était un monsieur qui était photographe, et qui regarde mon dessin, qui me dit « c'est un joli dessin, mais ça, c'est pas une affiche ». Donc au départ, un peu interloqué, oui. Et puis j'ai regardé et je me suis dit mais il a raison, il a tout à fait raison. Et j'ai vraiment travaillé dans le sens de la composition, et c'est très utile parce que quand on fait un album, on fait une couverture. Et la couverture, elle est essentielle. C'est vraiment l'accroche. Il faut qu'elle donne l'esprit de ce qu'on va trouver à l'intérieur. Exactement. Il faut qu'elle donne l'esprit, il faut qu'elle soit attirante, il faut qu'elle porte l'esprit de l'album. Donc non, c'était pas un compliment au départ, mais comme dit la phrase, je gagne toujours, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Je pense que c'était la phrase de Mandela. Voilà, tout à fait, que je trouve que c'est une philosophie d'enseignement, justement. Et on va revenir justement à Bienvenue en Covidie, parce que c'est très différent d'une bande dessinée. Oui. C'est un peu plus, ça ressemble plus à ce que vous décriviez en parlant de l'affiche, c'est-à-dire c'est
en une image, on doit donner un esprit, saisir un instant. Ouais. Là, par exemple, je ne sais pas si on peut voir, mais vous vous faites agresser par un policier qui vous demande votre attestation. Voilà. Il y a des dessins comme ça qui sont... ce sont des dessins que vous parveniez à créer rapidement. Vous aviez vite l'inspiration, vous aviez également vite la réalisation. Oui, c'est d'ailleurs l'esprit du bouquin, c'est-à-dire tous les bouquins ont été réalisés, tous les dessins ont été réalisés pendant le confinement. Et comme je travaillais, il fallait que je sois rapide, il fallait que je dessine vite. Et il y a un côté comme ça un peu punk, parce que les dessins sont vraiment faits sur un coin de table, rapidement. Ce qui compte, c'est l'efficacité. C'est pour ça que dans les dessins, j'ai pas cherché toujours à faire attention aux proportions, à la ressemblance. Il y a quelque chose à chaud. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est la spontanéité. Donc oui, je suis assez rapide pour exécuter ça, pour croquer ça. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait du mouvement et de la lisibilité. C'est ça, c'est les deux qualités que j'essaye en tout cas d'avoir. On va parler aussi un petit peu justement d'une autre conséquence de la Covid-19 sur la littérature, sur les auteurs. On a reçu depuis le début de La Plume au bec des auteurs qui, contrairement à vous, sont des auteurs professionnels au sens où ils n'ont pas un autre métier, c'est-à-dire ils sont obligés de vivre des livres qu'ils publient, et ils nous ont parlé de la difficulté qu'ils avaient rencontrée parce que il y a le fait d'écrire, ça ne gêne pas, effectivement, un confinement. Mais après, il y a le fait de partager avec un public. Donc, les salons du livre ont fermé, les festivals ont fermé, les rencontres en librairie n'ont plus eu lieu. Il y a eu plein d'obstacles. Et est-ce que vous, maintenant, puisque c'est de nouveau un petit peu possible, vous avez trouvé le moyen de faire connaître Bienvenue en Covidie ? Est-ce que vous avez des rendez-vous à venir dans des lieux publics qui vous accueillent ? Parce qu'il y a des festivals qui continuent. Donc dans la région, j'ai effectivement... il y a le festival de Pavie au mois de novembre. Et puis on essaye de trouver d'autres solutions. Par exemple, moi, j'ai eu la chance de contacter à Luneray une jeune femme qui s'appelle Eva et qui a un bar à vin. Et on a fait une séance de dédicace dans un bar. Ce qui permet aux gens de patienter, de ne pas faire la queue, de profiter. Et puis, à tour de rôle, ils venaient me voir. J'étais sur une petite table. Et puis, j'ai dédicacé avec eux. C'est une autre manière. Parce qu'en fait, d'habitude, moi, je vais au Salon du Livre de Luneray. Cette année, j'avais une actualité, donc c'était l'occasion. Puis là, le Festival du Livre a été annulé. Donc voilà, on a fait cette expérience-là qui a très, très bien marché. J'ai vu plein de gens qui sont venus et qui ont trouvé que c'était une bonne idée. Et voilà, il faut trouver peut-être d'autres lieux. Moi, c'est ce que j'ai réussi à faire. C'est riche ce rapport avec les gens qui viennent vous acheter ou qui ont déjà acheté, qui viennent vous faire dédicacer vos ouvrages. Il y a quelque chose de fort qui se passe à ce moment-là ? Oui, c'est-à-dire qu'on a des échanges très intéressants. Bon, il y a des gens qui déjà vous admirent parce que vous dessinez. L'acte de dessiner, c'est pas un acte courant. On voit pas tellement ça, je veux dire, à la télé. Donc de voir quelqu'un dessiner, voilà, il y a des gens qui se posent, qui regardent, qui posent des questions. Et puis oui, il y a un échange sur les attentes, sur ce qu'ils ont pensé de ce qu'ils ont lu de vous. C'est... Et vous m'expliquiez quand on a préparé cette émission que pour vous, c'était pas comme un auteur qui met une phrase et une signature. Une dédicace, c'est la création d'un dessin personnel. Je dessine vraiment. J'ai des feutres à alcool. Voilà, j'essaye d'y passer du temps. Alors, évidemment, s'il y a beaucoup de monde, je vais un peu plus vite. Mais jusqu'ici, dans les dédicaces de Bienvenue au Covidie, j'ai quasiment jamais redessiné la même chose. Et j'essaye, quand les personnes viennent faire dédicacer leur livre, si j'ai le temps d'en parler avec eux, de leur demander qu'est-ce qu'ils ont pensé, comment ils ont vécu. Et j'essaye sur un mot de mettre en place une petite scène, un petit gag, une petite... voilà. On revient sur votre façon de créer une bande dessinée. Tout à l'heure, vous évoquiez vos prédécesseurs. Il y avait Goscinny et Uderzo, il y avait Giraud et Charlier. Il y avait souvent des couples comme ça de BDistes. Pourquoi vous avez choisi, en tout cas pour La jeune fille au goéland, et puis apparemment pour le prochain, de travailler seul, d'être à la fois à l'image et au scénario ?
Je ne sais pas si c'est par égoïsme, mais en fait, j'ai tellement d'idées en tête qu'à la limite, j'ai pas besoin. Donc j'aime dessiner et j'ai des idées. Donc pour l'instant, j'ai pas besoin. Puis surtout, et le fait que, comme vous le disiez tout à l'heure, je ne suis pas professionnel. J'ai pas beaucoup de temps. Et pour travailler à deux, il faut se concerter. Et j'ai pas énormément de temps. Et je vous dis, je suis pas en demande de l'univers de quelqu'un d'autre. Alors, ça peut paraître prétentieux, c'est pas ce que je dis, mais effectivement, des idées d'histoire, j'en ai une dizaine dans mes tiroirs, j'aurais jamais assez d'une vie pour le faire. Donc pour l'instant, voilà, je travaille seul. Parce qu'en plus, un album prend pour moi beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc si je travaillais avec quelqu'un, il serait dans l'attente. Là, en travaillant seul, voilà, je n'ai de compte à rendre qu'à moi-même. Et alors, une autre question, la plus technique. De là à là, il y a un trait totalement différent. Ouais. Même vos illustrations d'albums. À chaque fois, vous essayez aussi de vous renouveler dans la façon de dessiner. Tout à fait. Vous parliez des gens que vous admiriez comme Hugo Pratt. Il y avait toujours un peu le même dessin. Pourquoi vous préférez changer? Alors pourquoi j'ai envie de changer? Parce que justement, comme je ne suis pas un professionnel, je suis un amateur, j'ai envie de tester plein de choses. J'ai pas envie de rester dans une ligne. Et comme le temps passe vite, j'ai envie d'essayer de me mettre en danger, d'essayer des choses auxquelles j'aurais pas pensé avant. Et j'essaye de faire, pour chaque album, de remettre en cause le dessin et la manière de raconter. J'ai envie de tester plein de choses. Donc pour les gens qui ont vraiment aimé Bienvenue en Covidi, le petit personnage de l'homme à la marinière que vous avez créé, qui a eu beaucoup de succès, qui est vous avez dit je serai mon propre matériau, mais un peu comme Charlie Chaplin s'est servi aussi de son personnage. Est-ce que vous allez le faire revenir malgré tout ce petit personnage qui a eu du succès? Alors j'y pense. Jusqu'ici j'y avais pas pensé, et puis là en ce moment il y a certaines dédicaces que je republie sur Facebook, et il y a des gens qui disent on est content de te retrouver ou de retrouver le personnage. Et effectivement, je serais tenté de le faire. Après, il faut vraiment une situation. Il ne faut pas faire un album pour un album. Là, on a quand même vécu une période incroyable, à la fois proche et lointaine. Donc, le remettre en selle, ce personnage, pourquoi pas, mais il faut vraiment que je trouve une manière de raconter, un contexte aussi. Bienvenue en Covidi. Donc, vous me disiez tout à l'heure à la Galerne, au Havre. Alors, il y en a à la Galerne, au Havre. Il y en a dans les points presse à Bolbec. On les a déposés. On peut bien sûr les commander sur le site La Pomme qui rit. Voilà, c'est le nom, c'est le site de la maison d'édition. Et puis, on peut les commander chez tous les libraires, puisque nous sommes référencés, puisque l'ouvrage n'est pas auto-édité, mais il est édité chez SA Active. Voilà. Fred Tellemans, merci beaucoup d'être venu à la MJC de Bolbec pour nous parler de vos offres, de vos passions, de votre travail de professeur également. Merci beaucoup.